Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Vous le savez, les services d'urgence sont de plus en plus saturés et la situation devient critique dans les hôpitaux. Les patients attendent parfois des heures dans les couloirs et les soignants sont à bout de souffle. Bref, notre système montre ses limites. Alors quelles sont les solutions pour désengorger les urgences? Va-t-on vers une privatisation du système de soins? La téléconsultation est-elle la solution aux déserts médicaux? Et à quoi ressemblera l'hôpital public dans 10 ans? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La santé en mouvement spéciale urgence aux urgences, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale urgence et déserts médicaux, nous avons le plaisir de recevoir le chef de service des urgences de l'hôpital Lariboisière, Éric Revue. On est ravis de vous avoir en plateau parce qu'on sait que vous avez un agenda justement très chargé. Alors déjà, première question, même si elle est évidente, pourquoi autant de patients aujourd'hui en 2024 se retrouvent aux urgences pour des problèmes non urgents? On ne sait plus filtrer au 15 ? Eh bien non, on a du mal à filtrer au 15 parce que la situation est devenue telle que depuis maintenant 2 ans, on enregistre un nombre de passages aux urgences accru. Et en fait, ce que vous avez commencé à souligner un petit peu, c'est ce qui nous est insupportable à la population et à nous-mêmes. C'est une grand-mère, une patient âgée, ça pourrait être ma grand-mère, ça pourrait être la vôtre, qui vient aux urgences, qui va rester des heures et je dirais des jours dans un service d'urgence parce que on n'a pas d'autre solution. Donc l'hôpital craque et malheureusement le filtre n'arrive pas à contrôler ça. Et c'est pas parce que c'est un problème non urgent, c'est parce que ce sont des patients qui viennent aux urgences et qui saturent nos services. Sans les vouloir, les responsabilités, c'est notre situation quotidienne. Mais Éric Revue, on parle de manque de personnel. Est-ce que c'est la seule cause ou alors justement c'est un équilibre global et plus fin que ce Non, je dirais que le manque de personnel, c'est plus une conséquence du problème parce qu'en fait, beaucoup de soignants ont quitté l'hôpital parce qu'ils ne veulent plus accepter de travailler dans des conditions difficiles comme celle-là et ça ne concerne pas que les urgences. Beaucoup d'hôpitaux sont concernés, beaucoup de services le sont parce qu'en fait, l'amour de l'hôpital qu'on a, il y a des gens, des soignants qui ont perdu cet amour-là. On a envie de vous demander, quand vous avez un afflux de patients justement aux urgences, est-ce que vous êtes obligé de faire des arbitrages? C'est une vraie question. En fait, cet arbitrage dont vous parlez, c'est le tri en fait qui se fait aux urgences. C'est un mauvais mot, mais qui existe depuis maintenant plus de 30 ans. On trie les patients aux urgences en prenant ce qui est logique, le plus grave d'abord. On doit soigner le plus grave d'abord. Et que vous avez souligné un petit peu, ceux qui sont pas graves, ceux qui sont pas graves, ça représente 15-20% des patients qui consultent aux urgences. Et ce sont eux qui viennent, on veut pas pénaliser, mais qui utilisent les urgences à mauvais escient. Donc, ce qui nous empêche de travailler, c'est qu'on veut prendre en charge les patients les plus graves d'abord, et c'est vraiment notre mission. Je parle aux urgences, c'est aussi à l'hôpital. Et malheureusement, l'hôpital est devenu le coin où tout le monde va parce qu'on ne sait plus où aller. Alors, vous parlez de gravité. Moi, j'ai envie de vous parler de rentabilité parce que l'hôpital est devenu quelque part une entreprise. Est-ce qu'il y a des pathologies qui sont plus rentables que d'autres? Et est-ce que c'est un critère? Alors, je ne sais pas si vous allez le dire aujourd'hui en plateau, mais la rentabilité du lit est-elle un argument? Non, je vais vous le dire. D'abord, un lit, c'est cher. Et que malheureusement, on essaye de préserver nos lits. Vous savez qu'il y a un virage ambulatoire qui a été fait depuis une dizaine d'années qui fait qu'on va essayer d'optimiser la prise en charge. C'est vrai que l'hôpital, comme je vous le disais, est très bien pour pouvoir prendre en charge des pathologies chroniques qui ont besoin d'être soignées, pas forcément rentables, et ça marche très bien pour la chirurgie. Par exemple, vous venez avec une fracture du col, vous vous faites opérer, vous restez 3-4 jours et après vous rentrez chez vous, ça marche très bien. Là où ça devient problématique, c'est pour des problèmes médicaux pour lesquels l'ambulatoire ne marche pas, et je vous ai pris l'exemple de la personne âgée. Une personne âgée avec des problèmes chroniques qu'on a du mal à placer va rester beaucoup plus longtemps dans l'hôpital, et ça, on ne renvoie pas les patients comme ça à domicile, et c'est ça qui pénalise un petit peu. Donc le virage ambulatoire marche très bien pour certaines pathologies qui rapportent effectivement à l'hôpital. C'est beaucoup plus compliqué pour des problèmes médicaux et sociaux et multiples. Mais vous dites on ne renvoie pas les patients, certes, mais est-ce qu'il y a des patients que vous refusez, c'est-à-dire en les faisant attendre 8, 9, 10 heures, les familles sont obligées peut-être de repartir avec la personne âgée qu'elles ont accompagnée? Alors la mission des urgences, c'est pas de refuser les patients. La mission des urgences, c'est surtout de se cibler sur les plus urgents. Et que ça, c'est vrai qu'on a du mal à faire comprendre à des patients qui viennent pour des urgences ressenties, mais qui ne sont pas urgents pour nous, pour lesquels on essaie de leur donner une alternative. On veut pas les pénaliser parce que prendre en charge et faire attendre un patient pendant 8 heures aux urgences, en gros, on n'est pas là pour les punir, donc on est obligé de trouver des alternatives pour éviter ce recours aux urgences. Mais
Ces patients-là, les non-urgents, qui représentent, je vous ai dit, à peu près 15 à 20%, c'est un peu le consommation McDo, McDrive. Je viens à l'hôpital parce que vous êtes là, j'ai pas eu de solution. Et c'est ça qui vraiment, alors qui nous énerve, oui, mais en fait, il faut pas les pénaliser. Donc, il faut leur donner une solution. C'est quoi la solution, ce qu'on appelle les services d'assistance aux soins, les alternatives justement Alors c'est ce que le projet qui a été mis en place, c'est justement le SAS, contrôlé par le SAMU. Mais vous parlez de Lariboisière, c'est mon hôpital. Beaucoup de patients sont étrangers, ne parlent pas français, certains parlent anglais et ne font pas le 15. Donc, ils se présentent. Donc, en fait, c'est une solution, le SAS, pour pouvoir avoir quelqu'un qui est discipliné, qui va appeler pour dire est-ce que je dois aller à l'hôpital. Certains patients le font, mais pas du tout la majorité des patients. Donc, on ne le bloque pas. Pour aller plus loin, vous regardez, on va sortir de Paris, vous allez dans des villes de province, mais même des grandes villes comme Bordeaux, comme Nantes. On n'a pas eu d'autre solution de dire vous ne pouvez plus rentrer dans les urgences et vous avez été obligé de passer par le 15 pour pouvoir utiliser les urgences parce que les urgences ne peuvent plus. Mais alors, justement, on imagine qu'il y a des patients qui n'ont pas forcément de couverture sociale qui viennent aux urgences. Quel traitement ont-ils? Est-ce qu'il y a des démarches administratives supplémentaires avant de pouvoir accéder aux soins? Est-ce que c'est une charge supplémentaire aussi pour vous? C'est une charge, mais en même temps, c'est un choix délibéré de l'hôpital public dont on peut être fier en France, c'est que tout le monde a accès aux soins, y compris ceux qui n'ont aucune ressource, donc on les soigne de la même manière. Encore une fois, le principe aux urgences, c'est le plus grave qui vient aux urgences. Donc un patient qui peut être migrant, il peut avoir une tuberculose, il peut avoir un cancer, il peut avoir un infarctus, on soigne ça. Ce qui est la grosse différence par rapport à des pays, on ne va pas les citer, mais on va prendre les US comme exemple. Nous, on soigne tout le monde, bien évidemment. Par contre, oui, c'est des patients pour lesquels il faut les mettre sur une filière. On a des solutions qu'on appelle des PASS. Ce sont des filières de soins pour lesquels des patients, on les met dans une filière pour pouvoir avoir des aides, une aide sociale, une couverture, parce que c'est important de le faire. C'est du travail que ça nous demande. On oriente ces patients avec des assistantes sociales pour pouvoir le permettre de le faire. Encore une fois, on n'est pas dans un problème politique pour ma part aux urgences. C'est nous, on soigne les gens. Éric, on le sait, notre population est de plus en plus vieillissante, donc vous allez avoir un afflux de personnes âgées dans les années à venir. Il faut traiter la fin de vie. Alors certes, on encourage ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, mais est-ce que l'hôpital français est équipé aujourd'hui par rapport à cet afflux démographique qui va arriver? Non, l'hôpital ne l'est pas. Malheureusement, on ne l'est pas, et que vous avez cité un problème de la fin de vie qu'il faut distinguer. Vous avez la fin de vie à domicile, vous avez la fin de vie dans la maison de retraite. Nous, on essaie de lutter, quand je dis on, les hôpitaux, les urgentistes travaille beaucoup avec les maisons de retraite pour dire, écoutez, un patient qui est en fin de vie dans un lit, une maison de retraite, il n'y a aucun bénéfice de l'envoyer à l'hôpital pour qu'il va mourir sur un brancard 1 heure après. Donc on travaille avec eux pour dire, ces fins de vie doivent être gérées dignement avec la famille dans la maison de retraite. Après, vous avez souligné l'HAD. On n'a pas assez d'HAD qui est assez efficace pour nous permettre, pour pouvoir gérer les patients à domicile. Il y a plein d'initiatives qui l'ont faites. La meilleure qui a été faite, c'était pendant la période de Covid. Il y avait un outil qui s'appelait Palidom, qui a été mis en place, qui continue d'exister, qui fait que des patients qui sont en fin de vie peuvent être gérés à domicile avec des équipes de soins palliatifs qui sont à domicile. Je pense que ça, c'est le futur pour nous, parce que demander trop à l'hôpital, on ne peut pas. Et je vais prendre l'exemple aussi, ça se voit beaucoup en province, mais malheureusement c'est choquant, des familles qui disent je peux plus m'occuper de la grand-mère, je pars en vacances, donc je la dépose aux urgences. C'est pas du tout une caricature. Dans tous les services d'urgence vous diront la même chose. On dépose la grand-mère, on part en vacances. Ça, c'est pas entendable, malheureusement. Quand on vous écoute, est-ce qu'il y a un avenir pour l'hôpital public ou le privé, un peu comme aux États-Unis, mais avec une approche culturelle un peu différente, va être la solution dans les années à venir? En fait, les gens, on va avoir une médecine élitiste quelque part, les gens qui pourront se faire soigner iront dans le privé et les autres iront à l'hôpital. Oui, mais ce qu'on dit là, on l'a toujours utilisé. Beaucoup de gens savent utiliser l'hôpital public ou les privés ou les cliniques pour pouvoir se faire soigner, mais ça ne répond pas à toutes les attentes. Donc, il suffit pas d'avoir de l'argent pour pouvoir avoir droit à tout. Il y a des hôpitaux qui fonctionnent très bien comme ça. L'hôpital public doit conserver sa vraie mission de le faire, mais par contre, il ne faut pas le faire exploser. Effectivement, on demande trop à l'hôpital public en ce moment. La réponse ne viendra pas forcément du privé. Je pense qu'il faut vraiment réformer notre système de santé pour qu'il y ait un accès aux soins qui soit mieux utilisé. On a des exemples, et il faut regarder l'Europe du Nord, qui est très très bien organisée de ce côté-là, et les pays d'Europe du Sud sont comme nous. Il ne faut pas chercher en Italie, en Espagne. On essaie de s'organiser.
Aux urgences, on est des gros débrouillards, on est des gros démerdards, on trouve toujours des solutions à chaque fois pratiques parce qu'on essaie de trouver des solutions à chaque fois pour résoudre ce problème-là. La réponse, elle est plutôt dans l'éducation des patients, elle est au niveau des gouvernements ou elle est au niveau des acteurs privés? Alors, l'éducation des Français, je veux bien qu'on en parle tous ensemble. On va passer, je crois, 3 heures, si c'est pas 3 jours. On va prendre l'exemple du Danemark. Pour prendre un exemple, les Danois ou des pays d'Europe du Nord n'utilisent pas les urgences pour des mauvaises raisons. Donc, ce sont des gens qui sont éduqués, qui appellent aux besoins les services, le SAMU, mais par contre, qui ne vont pas aux urgences pour des mauvaises raisons. En France, non. En France, on trouve que c'est normal, on paye pour ça, je paye des impôts, j'y ai droit, j'ai pas eu le temps. Et comme je vous disais, McDo, McGrath, je suis désolé, mais quand je vois quelqu'un qui vient pour des douleurs de dos, qui vient avec les pompiers, parce que c'est gratuit, aux urgences à 3h du matin, parce qu'il a un problème de dos depuis des mois, non, c'est pas des urgences et il est mal éduqué. Éric Revue, merci. Je rappelle que vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Lariboisière. Et parce que le pharmacien reste le conseiller de proximité, avant de contacter les urgences, je vous propose de retrouver Audrey Lecoq, associée gérante pour Pharmazone. Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Pharmazone.fr présente la Minute Santé. Audrey, bonjour, on est ravis de vous retrouver. Alors Audrey, dites-nous comment Pharmazone peut aider à combler les besoins des patients, notamment en matière de livraison de médicaments dans les déserts médicaux. Oui, bonjour Vanessa. Mais effectivement, sur Pharmazone, vous pouvez commander et être livré à domicile. Et sur des zones où il est compliqué de se déplacer, des zones isolées, quand vous avez des problèmes de mobilité, il est quand même agréable de pouvoir commander sur un site, mais au profit d'une pharmacie. Comme ça, vous avez toujours le rapport avec le pharmacien qui est maintenu, quand bien même vous êtes livré à la maison. Alors expliquez-nous Audrey, comment les pharmaciens peuvent-ils jouer un rôle central justement dans ces fameux déserts médicaux pour pallier le manque de médecins? Depuis le Covid, on a vu que le pharmacien il a été mis sur le devant de la scène. Il agit aujourd'hui sur plein de nouvelles missions, par exemple la vaccination à partir de 12 ans. Maintenant, vous pouvez être vacciné directement en officine. Vous avez aussi les dépistages angine, cystite, qui avant étaient faits uniquement par les médecins, qui sont maintenant faits et pratiqués par les pharmaciens. Et vous avez beaucoup de pharmacies en zone rurale qui pratiquent la téléconsultation par manque de médecins. Merci Audrey. La Minute Santé. Avec Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve pour tout savoir sur la consultation médicale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Avoir la possibilité de parler avec un médecin en visio chez vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est désormais possible avec la téléconsultation. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nathaniel Berne et Elidan Mimouni, cofondateurs de l'entreprise Medadom qui propose des téléconsultations permettant d'être en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nathaniel et Elidan, bonjour. Alors déjà, rappelez-nous quel est le principe de la téléconsultation et quel constat faites-vous sur son évolution depuis les dernières années? On commence par vous, Nathaniel? Oui, bonjour Vanessa. Écoutez, la téléconsultation, c'est le fait d'avoir un médecin en visio et donc pour un patient d'accéder à une consultation en ligne avec un médecin, d'obtenir un diagnostic médical, éventuellement des documents médicaux comme une ordonnance. La téléconsultation s'est fortement déployée depuis un certain nombre d'années, en particulier depuis 2018 et pendant évidemment la période Covid. Aujourd'hui, elle représente environ 5% des consultations médicales. Il faut aussi rappeler que la téléconsultation est assez saisonnière et donc là, effectivement, en ce moment, avec le retour des maladies hivernales, il y a un boom des téléconsultations. J'ai envie de vous demander, on a accès uniquement à des spécialistes ou on peut avoir également Enfin non, on a accès qu'à des généralistes ou on a accès également à des spécialistes? Alors on peut avoir accès à des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Il y a une grande partie des téléconsultations qui sont effectuées avec des médecins généralistes puisque ce sont l'entrée dans le parcours de soins et les soins primaires et en particulier les soins non programmés. En revanche, à partir du moment où la spécialité médicale est adaptée à l'exercice en téléconsultation, il est possible d'en faire des téléconsultations. Par exemple, il y a des dispositifs de téléophtalmologie qui se trouvent dans des magasins d'optique qui permettent d'accéder à un ophtalmologue en visio. Alors, à vous, Elidan, comment on peut garantir justement qu'un patient qui est orienté vers une téléconsultation ne passe pas à côté d'une urgence vitale? On a entendu les excès décrits par Éric Revue, mais est-ce que vous avez les mêmes gestes? Est-ce qu'il y a la même qualité de soins? Alors Vanessa, c'est très simple, il y a 2 grands parcours. Le premier parcours, le patient télécharge l'application mobile et puis répond à différentes questions et a accès au médecin. Le médecin peut ensuite l'orienter
vers un service d'urgence si c'est nécessaire, selon son état de santé, ou sinon le prendre en charge directement en téléconsultation. Ça, c'est le premier parcours. Le deuxième parcours, le patient se rend directement en pharmacie, et le pharmacien, qui lui est un professionnel de santé, peut orienter le malade en fonction de ses différents symptômes. C'est-à-dire que si le malade décrit une douleur thoracique, constrictive, rétrosternale, quelque chose vraiment de typique, on va l'orienter vers les urgences, puisque c'est typiquement un infarctus du myocarde. Si par contre vous avez le patient qui se présente au comptoir de la pharmacie et explique au pharmacien qu'il n'a pas vu son médecin traitant depuis 3 mois, qu'il a une douleur au niveau du dos, comme le présentait tout à l'heure professeur Eric Revu, et là finalement le pharmacien va positionner le patient et va l'orienter vers la borne de téléconsultation. Et la borne de téléconsultation est composée de 6 objets connectés. Et donc vous avez un thermomètre qui va permettre de prendre la température du malade, un tensiomètre pour la tension artérielle, un oxymètre de pouls pour voir vraiment la saturation en oxygène. Vous avez même un otoscope et un dermatoscope. Et donc tous ces objets connectés vont permettre d'orienter et d'affiner le diagnostic pour le patient, et ainsi le prendre en charge et éviter de l'orienter vers un service d'urgence. Ça finalement permet, de prendre en charge ce patient directement pour des soins non programmés, et l'éviter d'aller aux urgences pour une pathologie aiguë bénigne. On se pose une question avec justement le vieillissement de la population. On n'a pas forcément des gens qui sont accros au numérique et au digital, alors que ce sont les gens qui ont peut-être le plus besoin de services d'urgence en téléconsultation. Comment vous gérez ça? Il n'y a pas un paradoxe un peu dans la consommation de ce type de produits connectés pour des personnes âgées? Alors, concernant les personnes âgées, en pharmacie notamment, le pharmacien va lui accompagner le patient, et donc l'orienter dans son parcours de prise en charge. Pareil pour de la téléconsultation depuis chez soi, quand vous avez une application mobile et quand le patient télécharge une application de téléconsultation, vous avez un aidant qui peut accompagner le malade lors de sa prise en charge. C'est assez bien conçu pour les patients non tectophiles. Alors on parle beaucoup des patients, mais il y a aussi les professionnels de santé qui sont derrière l'écran. Qui sont-ils? Comment vous les recrutez? C'est des gens qui font ça en plus? Ce sont des gens qui sont à la retraite? Qui sont ces fameux professionnels de santé justement qui téléconsultent? Alors sur les professionnels de santé, on a plusieurs types de professionnels de santé. On a les jeunes médecins qui souhaitent démarrer un parcours en téléconsultation. Alors, tout en continuant, tout en conservant une activité clinique, bien évidemment. Tous nos médecins qui sont inscrits sur la plateforme Medadom, plus de 1000 médecins aujourd'hui, sont également des cliniciens, c'est-à-dire qu'ils conservent une activité clinique, que ce soit au cabinet, à l'hôpital ou dans d'autres activités. Et donc, finalement, on a des jeunes patients, des jeunes médecins, des médecins en milieu de carrière qui veulent diversifier leurs activités. Et on a aussi des médecins retraités qui veulent un peu lever le pied de leur cabinet et donc vont s'orienter vers une nouvelle pratique de téléconsultation. Et les personnes qui vont chez le médecin, et notamment les personnes âgées, c'est parfois un lien social, c'est histoire d'avoir un conseil, se rassurer, de ne pas être dans l'isolement. Vous n'avez pas peur que ça crée justement un peu une médecine à 2 vitesses et ça ne réduise que la fonction, à l'essence de la fonction, c'est-à-dire la consultation, mais il n'y a plus ce lien social, il n'y a plus ce lien humain dans la téléconsultation? Je pense que c'est une médecine qui est complémentaire à l'exercice en présentiel. Quand on va voir son médecin traitant, on a l'occasion de lui parler. Évidemment, on vient le voir pour une pathologie, mais en général, c'est aussi... il y a aussi un aspect psychologique quand on va voir son médecin traitant. La téléconsultation, c'est légèrement différent, en particulier au sein de Medadom, quand c'est du soin non programmé. C'est plutôt, comme le disait Lidane, pour des pathologies aiguës bénignes, des soins primaires, des angines, des cystites, des otites. Et donc, il y a moins besoin peut-être de parler aux praticiens. Et c'est vraiment complémentaire à la partie clinique présentielle, où on va plus rentrer dans des détails et une relation peut-être plus intime avec le médecin. Alors, c'est remboursé, semble-t-il. Vous rentrez dans le même système de remboursement. Les médecins sont rémunérés au même titre que lorsqu'ils font une consultation en présentiel. Comment ça fonctionne ? Tout à fait. La téléconsultation est remboursée au même titre qu'une consultation en présentiel. Donc, c'est 25 € pour une téléconsultation. La prise en charge de l'assurance maladie est de 70%. Donc, les patients avancent 7,50 €, qui est le reste à charge et qui est ensuite remboursé par les mutuelles. Les personnes qui sont exonérées de ce ticket modérateur, de ce reste à charge, ne le payent pas. Et du coup, la prise en charge par la sécurité sociale est de 100%. Donc il n'y a pas de barrière d'accès aux soins pour la téléconsultation. C'est même un petit peu moins cher que la consultation présentielle qui passe à 30 €, ce qui permet vraiment à
tout un chacun d'accéder à un médecin en vidéoconsultation. De manière complètement objective et agnostique, je vais vous demander, est-ce que c'est un moyen d'économiser quelque part les dépenses de santé des Français, ou alors c'est une couche supplémentaire qui fait que voilà, on a encore un canal à utiliser et on va encore grever le budget de la sécurité sociale? Alors ce qu'on constate, c'est que oui, ça diminue fortement la dépense de santé, puisque quand vous avez un patient qui a un besoin d'accès aux soins non programmés, initialement, avant la téléconsultation, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait où est-ce qu'il y avait de la lumière et puis il rentrait directement aux urgences. C'est ce qu'on vient de citer, plus de 15 à 20% des patients qui arrivent aux urgences pour des pathologies aiguës bénignes, qui finalement encombrent les urgences réelles, où les patients arrivent pour des vraies pathologies importantes qui nécessitent une prise en charge médicale immédiate. Alors que là, avec la téléconsultation, vous avez une orientation initiale en téléconsultation, et puis le médecin va ou non orienter le patient vers un service d'urgence. On constate que 95% des prises en charge sont directement diagnostiquées en téléconsultation, et donc il y a uniquement 5% des patients en téléconsultation qui sont orientés vers les urgences, ou vers un plateau technique médical d'ailleurs. J'aimerais bien avoir l'avis d'Éric Revue justement, puisque c'est complémentaire quelque part à votre activité. Est-ce qu'il y a une vraie collaboration aujourd'hui où chacun essaie de pousser ses pions et le dialogue n'est pas suffisamment encore installé avec ces plateformes? Non, je suis complètement pour ce type de plateforme parce que c'est complètement complémentaire. C'est effectivement, ça va pas résoudre mon problème de recherche de lit pour mes patients âgés, c'est clair, mais c'est effectivement complémentaire pour ces patients-là qui ont un recours inutile aux urgences. Comme je vous le disais, je pense qu'il y a un profil de patients qui peut en bénéficier. Il y a aussi un profil de patient qui ne peut pas en bénéficier. Vous l'avez ciblé, notamment les patients âgés. Alors, je pense que vous avez résolu le problème de langue, mais c'est vrai que Simon, c'est un problème qui peut nous aider. Ça va nous aider. C'est la même manière un outil qui nous permettra de désengorger nos urgences pour des problèmes non urgents. Et ce que j'attendais, c'est le chiffre, vous l'avez donné, parce que 5% des patients qui vont comme aux urgences parce que vous avez fait ce filtre, c'est un très bon outil qui nous permet effectivement d'éviter ce recours inutile. 30 secondes pour conclure, Éric Revue. On voit de plus en plus de médecine connectée, des outils nouveaux. Vous, dans votre quotidien, on parle de médecins augmentés avec l'intelligence artificielle. Au quotidien, déjà, vous en sentez les bénéfices? Est-ce que c'est quelque chose qui allège votre charge de travail, ou comment vous collaborez, on va dire, avec toute cette data? Alors, on a un hôpital 2026 qui va sortir à Lariboisière, nouveau, avec un nouveau service, et on est complètement connecté avec des outils connectés dans plusieurs services. Donc, on est archi pour que ce soit des outils. L'intérêt de l'outil, c'est de nous faciliter le travail, de simplifier le travail et nous aider aussi à corriger nos erreurs et à faire les choses. Donc on est complètement pour de ce côté-là, et ce sera l'hôpital de demain. L'hôpital de demain, on va rester là-dessus. Nathaniel, Elidan et Eric, un grand merci pour votre engagement à nos côtés au quotidien, on peut le dire ainsi. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.